Bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Mansef. Laura. L'histoire que je Cette vais te histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans et 2 en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Raphaël. Son histoire débute dans l'enfance, alors que Michael Jackson vient de sortir Thriller et que la télévision fait ses débuts en France. Raphaël découvre un univers musical qui prend beaucoup d'importance dans sa vie, jusqu'à cette fameuse date, en août 1986, le concert de Prince. Cette date symbolise la chute du premier domino du circuit, car ce moment va bouleverser sa vie. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Raphaël. Retour à l'instant T. Alors bonjour Raphaël, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Bonjour. Merci pour ta confiance. Aujourd'hui, tu vas nous partager un moment que tu as vécu qui a influencé énormément le reste de ta vie au quotidien et ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais retourner en arrière avant cet instant T pour nous situer qui tu étais à ce moment-là et ensuite nous expliquer ton histoire? Exactement, Lucie. C'est ce que je vais faire. Écoute, alors voilà, l'histoire commence dans les années 80, au tout début des années 80. Je suis, on peut même pas dire adolescent en fait. Je suis encore un jeune enfant des années 80, voilà, qui habite Paris. Et t'as quel âge à peu près pour nous situer? Je dois avoir 9-10 ans, 9 ans, parce que l'histoire commence comme ça. En fait, l'histoire commence par ma première confrontation, je vais dire en autonomie, de la musique populaire. Comme beaucoup à cette époque-là, je suis tombé comme ça dans mes errances enfantines sur les clips de Michael Jackson. Et alors à ce moment-là, tu vois, j'ai découvert simultanément un univers. Ce qu'était le vidéoclip un peu évolué, on est en 82, hein. 82-83, donc on est autour de titres comme Billie Jean et Beat It. Il n'y a pas encore eu le clip de Thriller. Et en fait, je découvre des sensations. C'est très important parce qu'au-delà du plaisir auditif, je m'aperçois que la musique peut procurer une espèce d'élan de joie, de bonheur et d'émotion. Vraiment, c'est quelque chose qui est lié à l'émotion. Je crois que j'étais seul, je retourne voir mes parents, je me demande ce que j'ai vu, je trépigne un peu pour avoir un disque. Bon, je découvre très vite qu'il y a autour de cet artiste à ce moment-là un phénomène. Pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient un peu jeunes, j'explique que les années 80, c'est 3 chaînes de télé. C'est les radios libres qui ne sont pas encore super propagées, donc il n'y a pas beaucoup de stations de radio. Et donc la musique, elle est distillée à la télé. Elle est distillée souvent en deuxième partie de soirée, voire troisième partie de soirée. Donc on n'est pas encore assommé. Et quand on voit quelque chose, le seul moyen de pouvoir le revoir, c'est de prier que ça repasse, en fait. Tu vois, donc soit de guetter les quelques émissions musicales pour qu'on puisse retomber sur ce clip, soit d'écouter la radio en attendant que ce soit diffusé. Bon, beaucoup de chance, puisqu'à ce moment-là, cet artiste est énormément... il y a une promotion assez importante en France autour de lui, enfin dans le monde, mais notamment en France où je vis. Donc, je retombe assez facilement sur lui. Bref, je comprends qu'on peut aimer beaucoup un artiste et s'impliquer dans sa discographie. Donc, j'ai 10 ans et à chaque fois que je me promène avec ma mère et que je réclame de moins en moins de jouets pour réclamer de plus en plus de disques, on va dire. Voilà un peu le terreau où mon instant T va arriver. Et puis, les années s'enchaînent. Michael Jackson va mettre du temps à sortir un disque. Thriller va avoir un certain nombre de clips et de singles pendant pas mal de mois. Même ça va se répartir sur 2 ans. Et puis, la France a besoin d'un challenger. Enfin, les médias ont besoin d'un challenger. Et en France, on nous présente un artiste qui a déjà une carrière aux États-Unis, mais que le grand public va découvrir en France. Comme challenger de Michael Jackson, il s'agit de Prince. Donc forcément, quand on me parle de Prince dans ces années-là, c'est l'ennemi de Michael, donc forcément, j'aime pas.
Voilà, de base, j'aime pas. Et puis ce Prince qu'on commence à voir de plus en plus, bon, je le déteste parce qu'on nous dit que c'est le challenger et que forcément je le trouve moins plein de choses que Michael, mais en même temps, pour ceux qui le connaissent un petit peu, le titre principalement diffusé à l'époque est un titre qui s'appelle Wind of Cry, qui est issu donc de Purple Rain, qui est l'album le plus connu par beaucoup de gens, et surtout à cette époque, parce que c'est celui qui va lui permettre d'avoir une renommée internationale. Je suis un peu embêté parce que en vrai, je trouve ça pas mal, mais je fais dans la mauvaise foi. Et puis, le film sort en France. Je vais voir le film avec ma mère, puisque, bon, encore une fois, je suis enfant, donc je vais au cinéma avec elle. Et puis, je suis embêté parce que là, je suis confronté à quelqu'un qui me parle. Je suis confronté à quelqu'un qui, justement, me sort un peu du côté Walt Disney de Michael et m'emmène vers un univers plus adulte. Plus sexuel, plus sexualisé évidemment, plus mature, que ce soit dans les attitudes, dans la complexité de la musique. Et je suis ennuyé parce que c'est âpre, parce que c'est moins immédiatement accessible. Donc j'ai encore plein de bonnes raisons de ne pas y aller. Mais quand même, il y a une attirance, une attraction qui se fait. Donc on avance dans le temps comme ça, puis en 85, un soir, je me retrouve devant la télé, devant la fameuse émission Les Enfants du Rock, et Philippe Manœuvre présente un concert de Prince. Et là, c'est encore un coup derrière la tête, tu vois. Je me dis, mais c'est pas possible quand même. C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier, quoi. C'est-à-dire qu'on est aux antipodes de ce que je rêvais de voir avec Michael, c'est-à-dire des shows millimétrés avec des effets pyrotechniques, des chorégraphies ou quoi. On est sur quelque chose de plus rentre-dedans, qui transpire plus. Et je me dis, bon, quand même, c'est quand même une claque, quoi. Mais bon, je reste modéré sur la claque. 86 arrive, Prince va sortir un album où il y a des titres connus comme Kiss. Bon, qui ne connaît pas Kiss, là, tu vois, je ne pars pas dans les choses obscures. Mon père achète ce disque parce qu'il insiste avec cet artiste. Je l'écoute d'une oreille distraite et puis arrive ce qui nous réunit aujourd'hui, le mois d'août 86. Je suis en vacances à la campagne chez ma grand-mère, enfin voilà, un truc tout à fait lambda avec ma mère, parce que mon père travaillait beaucoup. Mes parents sont ensemble, je parle souvent, je dissocie souvent mon père et ma mère, mais c'est parce que voilà, mon père travaillait beaucoup et j'étais tout le temps avec ma mère. Et donc le week-end du 15 août, mon père vient nous rejoindre chez ma grand-mère, et puis bon, il se pose, je suis content de le retrouver. Je crois que c'était un Libération qu'il avait acheté à la gare, qui est posé sur la table. Je prends ce journal, j'ouvre le journal, parce que j'aimais bien aller voir les films qui allaient sortir, ce genre de choses. Et là, en pleine page comme ça, il y a la photo de Prince avec écrit « Concert unique au Zénith ». Et là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Là, qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, je veux rentrer. Et là... ma mère me dit, mais tu veux rentrer quoi? On va pas annuler les vacances, etc. et tout. Et je lui dis, si, je veux rentrer. Elle me dit, mais je te préviens, moi je rentre pas. Hein. Si tu rentres, c'est genre seul avec ton père et tout ça et tout. Et je dis, bon bah ok, je vais rentrer seul et puis on y va, quoi. Donc je rentre. Ton père accepte que vous rentriez tous les deux? Ouais, il trouve ça drôle. Il y a un truc... je fais vraiment un transfert, tu vois. C'est vraiment genre les deux plus grands artistes de la planète. Il y en a un qui peut pas venir. Il faut que je vois l'autre. Mais j'ai dû voir un concert dans ma vie. Enfin, bon, vraiment, tu vois, c'est un caprice improbable. Et effectivement, je suis suivi par mes parents, ce qui est le truc le plus... pas le plus surprenant, mais ouais, c'est assez fluide, en fait. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui a fait que, sûrement le fait que je devais vivre cette chose-là, mais je me demande ce qui a fait qu'ils aient accepté de cette manière. Donc on rentre à Paris, on arrive, mais vraiment comme des
comme des touristes qui se lancent sur un truc où on était très très mal renseignés. On va naïvement dans une Fnac au guichet. Bonjour, on voudrait des places pour Prince. Et là, on nous regarde, on dit mais non seulement c'est complet, non seulement ça a été vendu il y a quelques jours au Casino de Paris. Je ne sais pas pourquoi c'est le Casino de Paris qui vendait les places, mais bon. Et ça s'est vendu en 1 heure. Et c'est le concert où tout le monde veut aller et où moi j'improvise comme ça du haut de mes 13 ans. Et donc je suis dépité parce que je suis rentré de vacances. Je me retrouve avec mon père qui est en train de bosser. Et sincèrement, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Bon, à cette époque-là, mon père tenait un salon de coiffure rue des Petites Écuries à Paris. Pourquoi je précise rue des Petites Écuries à Paris ? Parce que rue des Petites Écuries à Paris, il y a un club de jazz qui, aujourd'hui, il y a des artistes dans des genres différents qui viennent, mais qui est un club de jazz réputé à Paris qui s'appelle le New Morning, qui était là depuis quelques années. C'était encore assez récent, mais depuis quelques années. C'est vraiment le club qui est en face du salon de coiffure de mon père. Donc autant te dire que ce club, je l'ai toujours connu. Pour moi, je le vois même plus, quoi. C'est comme l'épicier d'à côté, le bar qui est à gauche. Enfin, vraiment, il est dans le décor. Et puis, la veille du concert de Prince, donc je suis vraiment très, 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 très contrarié. Et je vois qu'il y a une espèce d'ébullition au New Morning. Je vois même qu'il y a des gens qui se rendent dans ce New Morning avec autour du coup un pass qu'on appelle les backstage pass, les passes que généralement les roadies ou les gens qui collaborent à une tournée ont autour du cou avec Prince. Et moi, je suis gamin, je ne connais rien à l'industrie de la musique, je ne connais rien à rien, quoi. Et je me dis, oh là là, quelle coïncidence que les gens puissent avoir ça. Mais à aucun moment, je tique sur ce qui va se passer. Et nous quittons le salon, non sans refuser l'invitation des gens du New Morning de venir à la fête qu'il y avait ce soir-là. Et quand je reviens le lendemain, j'ai mon camarade qui a aussi 13 ans, qui est le fils du café d'à côté, qui me dit « Tu sais ce qui s'est passé hier ?» Je lui dis « Non », il me dit « Il y avait Prince au New Morning. » Et là, je me dis « Non mais c'est pas possible, tu peux pas me dire ça. » Et il me montre 2 Polaroids, à l'époque on faisait des Polaroids, où il est avec ses musiciennes, Wendy et Elisa. Et en fait, je venais de rater ce qui est aujourd'hui un de ses concerts les plus mythiques dans les concerts en club qu'il donnait, puisque Prince faisait beaucoup d'after show. Là, c'est un before show, en fait. Et je me dis, mais comment ça, le type qui, pour moi, représente une des stars les plus importantes internationalement parlant, l'équivalent de Michael Jackson, était dans une salle de 500 personnes en face. Donc là, autant te dire que mon état dépressif est à son paroxysme et que mon père là, commence à se dire « ce n'est pas possible, c'est de ma faute, j'aurais dû me renseigner, etc. » Je pense que mon père culpabilise autant qu'il a envie de me faire très plaisir. Et donc, là, il commence à faire marcher son réseau. Je réexplique aux plus jeunes. 86, à part le téléphone à cadran, il n'y a rien d'autre. Pas de smartphone, pas d'internet, rien. Il commence à arriver à joindre des gens qui sont allés le matin au Zénith. Donc le concert du New Morning était la veille du fameux concert au Zénith où je voulais me rendre. Et donc on est le matin de ce concert et j'ai toujours pas de place. Et en plus j'ai une espèce de gueule de bois d'apprendre que le gars était la veille en face du boulot de mon père, quoi. Donc voilà la totale. Il commence à passer des coups de fil. Et là on annonce des tarifs au marché noir qui sont invraisemblable. La place était autour des 150-160 francs officiellement et elle était déjà à 1200-1300 francs. On peut facilement dire qu'on est autour des 1200 €, quoi, je pense aujourd'hui, tu vois, pour faire un équivalent. Enfin, c'était colossal comme prix, tu vois. Aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui, bon, il y a pas mal de concerts qui sont autour des 100-150 € pour des grosses stars de cette, voilà, de cette trempe. Et donc oui, on pourrait faire un parallèle pour donner en termes de valeur. Mais en tout cas, c'était 10 fois le prix du billet et c'était beaucoup trop cher. Donc, pas de possibilité, c'est compliqué. Et puis arrive 18h, où il y a des amis à lui qui l'appellent et qui disent « Voilà, on a trouvé un type qui a 5 places, on est 4. On a pris les 4 assez cher. Il en reste une à 700 francs. Tu prends ou tu prends pas ?» Et là, mon père se dit « Ouais, mais on va pas être tous les deux. Ben, je la prends pour mon fils, mais vous en occupez. »« Oui, oui, t'inquiète pas. » Bon, c'est là où on voit la différence entre ma mère et mon père. Bref. Il prend un taxi, on fonce au Zénith, donc porte de la Villette à Paris, porte de Pantin.
On fonce au Zénith, il y a ses copains, c'est les gens qu'il connaît qui sont là, qui à l'époque me paraissent très vieux, mais rétrospectivement, qui doivent avoir une vingtaine d'années, tu vois, parce que c'est quand même une bande de jeunes. Mais pour moi, du haut de mes 13 ans, c'est déjà des adultes. Mon père paye, ils me prennent, ils font « Bon, vous faites attention, hein. » Oui, vous faites attention. Ça, ce serait une autre histoire. On fonce, on part en courant, et moi je suis pris à partir de là dans une espèce de tourbillon où je comprends pas trop ce qui se passe. Je suis très excité parce que 10 minutes avant, je pensais que ça n'allait pas avoir lieu, et d'un coup on est monté dans un taxi, on est arrivé à toute vitesse, donc d'un coup il y a déjà une montée d'adrénaline où finalement le pourquoi j'étais à Paris à ce moment-là va se réaliser. Ensuite, il y a cette course où moi je vais rentrer dans le Zénith, qui est un lieu que je connais pas, qui me fait beaucoup fantasmer, parce que j'étais, depuis ces années où j'ai fait cette intro avec Michael, j'écoutais beaucoup de musique, et pour moi le concert c'était le Graal, enfin c'était vraiment le point culminant de ce qu'on pouvait vivre comme émotion, en tout cas des idées que j'en avais. Et donc on rentre dans le Zénith, et à ce moment-là, Prince était un peu paranoïaque, il était dans un état d'esprit très particulier, et au lieu que la fosse colle la scène, entre la fosse et la scène, il y avait, je dirais, une dizaine de rangs qui étaient des gradins. Et pour une raison qui m'échappe, on se retrouve là. Donc ça veut dire que je me retrouve gamin, assis genre au 4e rang de cette scène qui est juste devant, quoi. Sur laquelle il y a, devant cette scène, qui est masquée par un grand rideau noir. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Bon, pas de première partie, rien, il n'y en a que pour lui. Les lumières s'éteignent. Donc là, déjà, j'entends... pour la première fois en vrai, ce qui nous paraît une habitude quand on y allait plusieurs fois, mais la première fois en vrai, t'entends cette liesse, les gens qui se mettent à crier, etc. Et donc la mise en scène est la suivante. Prince commence le concert, rideau baissé noir, avec tout le groupe, etc. Et donc il commence l'intro du concert et il commence à chanter derrière ce rideau. Premier couplet, premier refrain, toujours derrière le rideau. Deuxième couplet, et au moment à la fin du deuxième couplet, t'as le rideau qui tombe, et là, je vois la Vierge. Non mais vraiment, je s'avère que là, cette image, c'est un flash qui va s'imprimer à jamais vraiment dans mon esprit. Et simultanément, je découvre les émotions de la musique jouée à ce niveau sonore, de ce qu'est un concert, en plus d'être en face d'un artiste invraisemblable, qui fait un concert absolument incroyable, et qui a une manière de gérer les gens, le public, la scène, le groupe, qui est complètement unique. À ce moment-là, je ne le sais pas, je ne peux pas l'analyser, je n'ai pas le recul. Mais en fait, il s'avère que c'est complètement unique pour plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a très peu de pauses. En fait. Il ne fait pas de pause entre les chansons, tout s'enchaîne tout le temps. Donc en fait, tu n'as pas le temps de reprendre tes esprits, tu n'as pas le temps de reprendre ton souffle. Tu as vraiment l'impression de prendre un TGV dans la tête et qu'il n'arrête plus de passer sur toi et qu'à chaque fois que tu essaies de te relever, tu ne peux pas en fait. Je sors de là, je suis KO debout. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. J'ai eu un shoot de tout ce que ton corps et ton cerveau peuvent sécréter de drogues naturelles, d'endorphines, d'adrénaline, de tout ce que tu veux. C'est la première fois que je vis ces émotions-là. Et c'est vraiment colossal. Le lendemain, je suis dans un état, une espèce de descente où je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Je suis déjà dans la nostalgie de ce qui s'est passé. Je suis déjà dans... Mais je veux revivre cette chose-là. Je ne comprends rien de ce qui m'est arrivé. Il y a vraiment un avant et un après que je vais te raconter maintenant, ce moment-là. C'est-à-dire que si demain tu me mets dans la machine à remonter le temps et que tu m'empêches d'aller voir ce concert, on ne se parle pas aujourd'hui, quoi. Ça, c'est sûr. On ne se parle pas aujourd'hui. Ça a changé ma vie et je vais te raconter tout de suite comment. On pourrait se dire, enfin les gens qui nous écoutent pourraient se dire, oui, bon, ben voilà, t'as vu un concert, t'es devenu fan, puis maintenant tu vas nous raconter que t'es fan. Ouais, mais pas seulement en fait. Tu ne m'aurais pas demandé de venir te raconter les choses. Je suis pas devenu fan. Je suis sorti de là, j'étais transformé. Je me suis dit, la musique, je sais que la musique va avoir une place dans ma vie. Ce type devient instantanément mon grand frère, mon référent, un modèle, voilà. Je mesure le concert que j'ai raté la veille, donc dans ce fameux New Morning, et en fait, j'y pense tout le temps. Mais il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas le web et tout ça pour tarir ce besoin. Donc, ça va passer d'abord par essayer d'identifier des gens qui
qui l'apprécient aussi. Il est difficile de s'habiller comme Prince, hein, donc je te rassure, moi je ne l'ai pas fait, et puis les gens que je côtoyais non plus, mais on commence à avoir des signes, on se retrouve devant les bacs, à la FNAC ou quoi que ce soit, et très vite on se rend compte que quand on commence une conversation sur cet artiste, ça part très très vite, et moi j'ai 14-15 ans, et je commence à rencontrer de plus en plus d'adultes, ce qui à l'époque est pour moi une espèce de... Être reconnu par les adultes, ça donne un crédit à ce que tu dis et à ce que tu apprécies. Et donc, ça me permet de m'assumer complètement à la période de l'adolescence où, effectivement, dans la cour de récré, très, très, très clairement, hein, que ce soit au collège et après au lycée, moi, je suis sûr d'être dans le droit chemin, quoi. Donc, viens pas me chercher sur ma passion ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, t'es avec moi ou contre moi, en gros, quoi. Surtout que je m'enferme pas là-dedans, hein. Je continue d'écouter plein de choses. Ça m'ouvre à d'autres horizons. Donc, en plus, ça m'enferme pas du tout. Même si on me colle l'étiquette de fan 2, je défends ce type qui fait pas l'unanimité, hein. On entend c'est de la musique de PD, c'est quoi ce mec qui porte des talons, mais qu'est-ce que t'écoutes, enfin voilà, il y a une confrontation. Elle est considérée comme vraiment une musique de, encore une fois je mets plein de guillemets, c'est pas mes propos, mais une musique de gonzesse. Ça veut rien dire, on est d'accord, mais c'est pour ramener un peu au genre les gens ils essayent de te blesser, tu vois, par rapport à ça. Et moi je suis sûr de mon coup, je m'assume mais complètement, dans mes goûts, dans mes relations amicales, dans mes relations affectives, parce que d'un coup, moi, je suis un artiste qui m'explique que le sexe, c'est super, homme-femme, pas de problème, en tout cas dans les paroles, hein, je ne parle pas de sa vie à lui, je parle dans ce qu'il véhicule. Prince est un des premiers artistes, après la vague 70 avec des gens comme Sly Stone, etc. Mais dans la musique populaire des années 80, c'est un des rares artistes à avoir un groupe avec des musiciens noirs, des musiciens blancs, un couple homosexuel de femmes au clavier et à la guitare, et cela sans que ce soit ni identitaire, ni militant. Il présente ça comme une normalité. Et est-ce que tu dirais que justement, à force d'avoir écouté Prince, ça t'a fait grandir, t'as pris aussi ses valeurs et c'est ça qui t'a permis de t'assumer, de... Ah mais, alors c'est pire que ça. Aujourd'hui, ça devient une valeur parce que je l'ai intellectualisé, mais à l'époque, je comprends même pas qu'il y ait un combat parce que pour moi, c'est normal. Le fait d'assumer sa féminité quand t'es un mec, le fait d'être sur ces sujets-là, en fait, c'est des non-sujets, c'est juste normal. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, le type que je respecte le plus au monde, il peut porter des talons, des pantalons en dentelle. Je vais pas l'adopter pour autant, tu vois, mais sans que ce soit un sujet. Alors, c'est un sujet dans les médias, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout un sujet. Donc, ça devient obsessionnel. J'emmerde tout le monde avec ça. Vraiment, hein. Alors là, pour le coup, par contre, il y a un peu d'intolérance, parce que quand tu commences à me dire que t'aimes pas du tout le gars, t'es séquestré dans ma chambre, je te passe 1 million de titres jusqu'à ce que tu cèdes en me disant « Ah oui, celui-là, en fait, il est pas mal, et là, je te libère. » Donc voilà, en gros, hein, voilà. T'as vraiment fait ça ? J'ai vraiment fait ça. Mais avec sourire, et puis avec un petit goûter quand même. Hein. Bon, c'était pas... Bon, ça va, voilà. Mais non, ouais, je rentrais dans une certaine intolérance. Et donc, je suis amené à rencontrer de plus en plus de gens. Et comment tu rencontres tous ces gens qui sont fans comme toi ? Comment est-ce que vous vous retrouvez ? Beaucoup chez les disquaires, on prenait les numéros, on se voyait, et puis moi j'étais très activiste à ce moment-là. Voilà, il faut savoir qu'en 87, Prince, qui est quand même quelqu'un qui peut paraître un peu capricieux parfois, ou en tout cas qui change beaucoup d'avis, ce qui fait qu'il est amené à prendre des décisions parfois un peu rapides. En 87, il veut sortir un disque tout noir. Donc la pochette est noire, la pochette intérieure est noire, et sur le macaron, il n'y a que les titres, il n'y a pas de nom d'artiste. Nom de code, le Black Album. Un album qui n'a aucun rapport avec le disque qui vient de sortir. La veille de la sortie, il dit « je veux plus le sortir ». Donc l'album se fait pilonner. Et ça devient d'un coup le trésor à avoir parce qu'il y a forcément des fuites. Donc je fais partie, comme beaucoup d'autres, hein, mais c'est pour te raconter, moi à ce moment-là j'ai 14-15 ans, je fais partie des gens qu'on se disque, je mets une petite annonce dans la bibliothèque médiathèque de mon quartier pour dire que je l'ai. Il y a des gens qui m'appellent, qui viennent à la maison, on se fait des copies de cassettes. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment... Un business qui paraît peut-être un peu préhistorique, mais c'est comme ça. Et puis, il y a 2 magazines musicaux qui fonctionnent très bien. Il y en a un qui existe encore,
qui s'appelle Rock & Folk, et à l'époque, il a une espèce de concurrent qui s'appelle Best, et il y a encore des pages de petites annonces. Et donc moi, je rencontre des gens par les petites annonces. Les gens disent, moi, je suis fan, ou j'adore cet artiste, ou je possède beaucoup de choses de cet artiste, je peux vous vendre ou échanger. Et donc, on reçoit des listes de choses complètement inédites, et puis on achète ou on échange, et à force de se rencontrer, on devient amis, et c'est comme ça que je rencontre d'ailleurs des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Comment ça impacte ma vie ? Puisque c'est un peu ça qui t'intéresse, c'est-à-dire que ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui fait que on écoute un artiste, il te remplit de joie, d'émotion, de plaisir, et comment ça change ta vie ? Eh bien, j'y pense tout le temps et je comprends assez vite que de toute façon, je ne vais pas me destiner à médecine ou au droit, tu vois, et que je vais sûrement faire à un moment donné des études qui ont un rapport avec ce que j'aime. Je suis pas un mauvais élève, je suis pas hyper, je bosse pas beaucoup, mais ça va, ça se passe bien. Et arrive mon premier bac, parce que donc il y en aura un deuxième. Arrive mon premier bac, que bon, comme beaucoup, comme j'ai pas assez bossé, je rate un peu, mais le rattrapage est le jour d'un concert de Prince à Paris. Ça va être le premier impact. Parce que bon, je dis à l'examinateur, on peut aller un peu vite, s'il vous plaît. Mais moi, je suis pas un type qui a répondu à un prof une fois dans sa vie. Je suis pas un rebelle. Je suis pas quelqu'un qui fout le bazar dans une classe, tu vois. Je suis le type médian. Je vais faire un peu rire les gens, mais je suis pas du tout. Je suis pas un cancre ni rien, tu vois. Et je veux avoir mon bac. Mais pour te dire la place que ça prenait dans ma vie, ce jour-là, je n'arrivais pas à même envisager que j'allais peut-être refaire une terminale. Là, ce qui me préoccupait vraiment, c'est que j'étais pas en train de faire la queue à Bercy, quoi. Et que peut-être j'allais pas être devant et tout, tu vois. Et donc... Alors que tu avais ton billet. Ah ouais, j'avais mon billet, mais il s'agit pas d'être dans la salle, madame. Il s'agit d'être devant. Il s'agit d'être au premier rang. Il s'agit d'être sous le nez de Dieu. Il s'agit pas d'être dans la salle. La salle n'est pas un... Ça oui, ça on a le billet, on est dedans. Non, le but c'est d'être devant. Et donc, je vois que l'examinateur, il traîne et tout. Au bout d'un moment, je dis, bon, on peut aller un peu plus vite parce que là, bon, je veux bien répondre à vos questions, mais bon. Bref, j'ai raté mon bac. J'arrive et tout à Bercy comme un dingue. Et là, on me dit, ça va ? Je dis, non, j'ai raté mon bac, mais on est bien placé. Oui, regarde, il n'y a que quelques personnes devant nous. Ah, ok, très bien. Donc voilà, c'était ça qui comptait à ce moment-là. Toujours pour te donner un peu des billes de cette époque-là, depuis 86 où je l'ai vu une fois, je l'ai revu en 87 une nouvelle fois. En 88, il est venu 4 soirs, je l'ai vu 2 fois. Et là, on est en 92 où il joue 3 soirs de suite et je vais le voir 3 fois. Ce que j'essaye de dire, c'est que, tu vois, il y a déjà une espèce de j'en veux toujours plus qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, à ce moment-là, je ne me rends pas compte. Pour moi, c'est juste du plaisir. Mais en fait, c'est la recherche d'atteindre à chaque fois, peut-être, si on doit psychanalyser le truc, l'émotion du début. Ce que tu as ressenti le jour où les rideaux sont tombés. Exactement. C'est-à-dire que le voir une fois, alors que le lendemain, par exemple, je serai à la maison, chez mes parents, bêtement devant la télé, alors qu'il est encore dans la ville, c'est quelque chose qu'il est très difficile d'expliquer. Mais je peux te dire que dans ta tête, c'est juste une impossibilité. C'est juste pas possible. Entre-temps, j'ai rencontré des gens et je commence à contribuer, puisque je ne suis pas encore majeur à ce moment-là, à l'organisation de soirées. C'est-à-dire que je deviens un peu DJ autour de la musique de Prince, dans des soirées qui sont organisées par des amis à moi qui sont plus adultes. Et donc, tu vois, l'activisme fait que maintenant, on organise des soirées où il y a du monde. Moi, je passe de la musique et j'ai rejoint des gens qui montent des choses qui s'appelaient avant fan club. Mais encore une fois, je trouve que ce mot est un peu connoté. Mais je ne reste pas dans ma chambre tout seul à écouter. J'ai besoin d'être avec des personnes qui apprécient et j'ai besoin d'être dans une action en rapport avec tout ça. Donc voilà, ça avance et là il faut que j'entreprenne des études et je me dis, bon ben de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre que du son, quoi. Donc je vais devoir comment je peux faire des études d'ingénieur du son. À l'époque, pour faire du son, il faut avoir un parcours scientifique que j'ai pas. Donc je fais une fac de cinéma en vue de pouvoir préparer le concours de la FEMIS, qui est l'école publique, on va dire, de cinéma en France, enfin à Paris. Et donc je commence comme ça, et donc je suis à la fac, et j'avance tranquillement, avec toujours mon identité forte liée à Prince, mais qui m'a amené à écouter tellement de disques que je commence à cumuler plusieurs centaines de disques différents à la maison, tous supports confondus, et donc voilà, la quasi-totalité de ce que je dépense, c'est dans des disques, quoi. C'est vraiment au cœur de ma vie. Et pour le coup, parce que
tu t'es dit, je vais entamer des études, il faut que ça ait rapport avec le son. Mais toi, tu t'es jamais vu à l'autre place, finalement, être celui qui va créer la musique, qui va chanter. Et par exemple, l'admiration que tu as pour Prince, tu t'es pas dit, waouh, j'aimerais être à sa place, mais c'est plus admirer lui à sa place et toi être à la tienne. En fait, j'ai eu tous les instruments de musique entre les mains, évidemment. Mais j'ai vite compris la distance qu'il y avait entre mon niveau et celui que je voulais atteindre. Il y a des gens que ça galvanise, il y a des gens que ça motive, parce qu'ils se disent, tant que j'ai pas atteint le niveau que j'ai envie d'atteindre, je ne vais pas lâcher. Moi, j'ai eu conscience du travail que ça allait me demander, et j'étais une grosse feignasse, quoi. Parce que, dans le même temps, là, je te parle beaucoup de Prince, mais je suis aussi très impliqué dans ma vie sentimentale, on va dire. C'est-à-dire que de 13 à 20 ans, je suis avec la même fille. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, et c'est pas extérieur à Prince ou à sa musique ou à son message, enfin ou ses messages, c'est très lié en fait. J'ai presque envie de dire, comme cette case est ok, ça veut dire que je traverse pas les affres de ça ressemble à quoi une fille. Comme je suis bien dans cette histoire-là avec quelqu'un qui apprécie et qui me soutient dans ces démarches-là, donc ça me permet d'avancer sur si tu veux, au niveau des études, de l'école, du lycée, ça se passe bien. Au niveau affectif, ça se passe bien. Des copains, je suis en train de m'en faire autour d'une passion qui est plutôt saine, on va dire, qui est la musique. Pour mes parents, c'est pas trop angoissant parce qu'ils voient bien que je suis pas en train de traîner ou de faire n'importe quoi. Bon. Il y a un moment, ils se demandent un peu qui sont ces adultes qui défilent dans ma chambre quand même. Mais il y a un moment, je leur explique, ils comprennent, ils s'en rendent compte. Et donc, en fait, ça se passe plutôt bien. Donc, si tu veux, déjà, je manque de temps pour m'enfermer à apprendre la guitare. Parfois, c'est la motivation de la guitare, c'est que tu dis, bon, c'est vrai que quand même, les filles, elles aiment bien les mecs qui jouent de la guitare, quoi. Mais là, c'était pas forcément la motivation. Mais évidemment, ne pas savoir faire de la musique, c'est ma plus grande frustration aujourd'hui. C'est certain. Tu as raison, ça aurait été un aboutissement qui s'est traduit autrement, mais ça aurait été un aboutissement. Et je me suis dit, alors, ce que tu ne sais pas, il faut que j'arrête de parler comme si tout ça est évident. Quand Prince a gagné beaucoup d'argent dans les années 80 avec Purple Rain et tout ça, plutôt que de le dépenser dans tout un tas de choses, il a monté un immense complexe à Minneapolis qui s'appelle Paisley Park et qui est à la fois une salle de concert, enfin plusieurs salles de concert, un studio où il peut tourner ses films et ses clips, 3 studios d'enregistrement qui lui permettent d'être totalement autonome sur la création musicale, et avec en plus dans les années fastes, un studio de création, enfin de couture pour préparer les costumes, un studio de création pour tout ce qui est dessin, etc., etc. Donc en fait, il se crée une autonomie, il se crée une indépendance dans la banlieue de Minneapolis, qui est une ville perdue du Minnesota où il fait très très froid, et donc il va créer ce lieu qui pour nous ici devient pèlerinage obligatoire, même si ce n'est pas ouvert au public, et surtout le lieu de tous les fantasmes, puisque dans ce lieu-là, se produit ce qui nous fait le plus rêver ici, c'est-à-dire la création musicale. Donc le rêve effectivement absolu, c'est de devenir un ingénieur du son là-bas. Ça va de soi, tu vois, le rêve c'est celui-ci. Même si j'ai un peu du mal avec l'idée de quitter Paris, tout ça et tout, mais c'est vrai que ça fait partie des motivations. Donc je commence ce parcours d'études dans le cinéma, de toute façon l'audiovisuel m'intéresse, mais avec quand même comme arrière-pensée de faire du son. Sauf que il va se passer une autre rencontre qui va être liée aux deux. C'est qu'à ce moment-là, on commence à parler d'un truc en France dont les Américains m'avaient touché 2 mots parce que je ne comprenais pas toujours quand ils me parlaient d'email, c'est d'Internet. On est en 93, 94, tu vois. Donc on est vraiment sur les prémices. On n'a pas encore facilement accès au www. À ce moment-là, on a vraiment accès à des services en ligne. C'est la préhistoire, quoi. Tu vois, nous, le Minitel, c'est sophistiqué à côté. Et moi, je suis pas du tout en lien avec l'informatique d'une manière quelconque. J'ai pas d'ordi. Mon père en a, mais ça m'intéresse pas beaucoup parce que je suis dans autre chose. Et donc, tous ces mots modem, Internet, tout ça, j'y comprends rien. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il y a un moyen d'avoir sur ton écran d'ordinateur la possibilité, petit 1, d'aller chercher du contenu sur les choses qui me passionnaient et de parler à d'autres gens de cette passion. Alors aujourd'hui, tout ça, je comprends, hein, ça fait un peu vieux et ça paraît évident. Mais franchement, à l'époque, quand la première fois de ta vie sur ton écran, tu as un truc avec que du texte qui apparaît et que tu peux commencer à parler de ta passion avec des Américains, des Canadiens, etc., et avec qui tu partages des expériences différentes, et à ce moment-là, tu entends des récits que tu n'as pas encore lus,
1000 fois sur des réseaux sociaux, etc., des forums, des réseaux, etc. C'est incroyable. En fait, c'est juste passionnant, c'est juste impressionnant. Et là, je deviens dingue. À la fac, j'ai un prof qui me dit « Tiens, t'as l'air de connaître Internet ?» C'était un prof de nouvelles technologies. Je lui dis « Ouais. » Il me dit « Tu fais quoi ?» Je dis « Bah écoute, je suis en train de créer un petit site autour de Prince. » Parce que c'est ma passion, donc je me suis renseigné. Bon, alors, je t'épargne la tête du site à l'époque. Hein, c'est 1 méga qui tient sur une disquette, mais bon, c'est pas grave. Et il me dit écoute, ça m'intéresse, tu veux pas faire ton stage à la boîte de prod ? Je dis bah ouais, si tu veux. Et en fait, ça m'a fait. Je suis rentré dans cette boîte de prod pour un stage. Et en fait, je suis jamais retourné à la fac. J'ai quand même passé le concours de la FEMIS, qui se passe en 3 étapes. Je suis allé à la dernière étape, qui s'appelle le grand oral, où ils allaient prendre que 2 personnes en son. Je suis arrivé 3e. Mais je suis arrivé 3e à cause d'un sujet intéressant qui va peut-être vous faire sourire. Le président du jury, à ce moment-là, on est, je te dis, en 94, 95. Il me dit vous semblez quand même passer beaucoup de temps avec Internet. On voit pas trop le rapport avec le cinéma. Voilà, un type qui avait du nez, tu vois. Ça allait juste tout changer à l'audiovisuel, à son métier, etc. Mais lui, à ce moment-là, il voyait pas trop le rapport. Donc, ils ont trouvé que j'étais pas assez avec des micros et des petites tables de mixage et que j'étais un peu trop connecté à cette chose qui m'a sûrement identifié comme étant dans l'informatique, alors qu'en fait pas du tout, c'est vraiment le média qui m'a passionné à ce moment-là. Et je suis rentré dans ce média par Internet. De fil en aiguille, je me suis spécialisé, j'ai créé un site, j'ai continué de nourrir mon site sur Prince qui a commencé à grossir, et dans le même temps j'ai rencontré des gens, et comme je voulais être sur Internet beaucoup, continuer d'être assez libre parce que je voulais continuer de pouvoir aller voir des concerts de Prince quand je voulais. Je sortais quand même d'une expérience professionnelle où le jour du recrutement, on m'a dit bon, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez des exigences ou quoi ? Et ils ont vu arriver un type, aujourd'hui ça me fait sourire, mais bon, qui leur a dit sans aucune provocation ou quoi que ce soit, qui leur a dit non, moi tout me va, salaire, tout ça, tout me va. Par contre, le 2 et le 18, je ne serai pas là. Ils me font mais pourquoi ? Je dis parce que je dois aller voir un concert de Prince. Ils me font mais est-ce que ça conditionne votre embauche ? Je dis je sais pas. Si vous me dites non, je vais être au regret de ne pas pouvoir accepter le contrat. Bref, je suis rentré dans cette boîte, j'ai débauché le graphiste et le développeur et on s'est barré, on a monté une boîte qui s'appelle Push It Up, qui est donc le titre d'une chanson de Prince. Et en fait, j'ai monté mon activité professionnelle est directement liée au fait que j'ai fait un site sur Prince et j'ai découvert ce métier d'Internet et j'ai découvert ce réseau exclusivement parce que j'étais fan de Prince. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu envie de parler de cette passion, je n'aurais pas eu envie de faire ça, j'aurais pas fait les études que j'ai fait, j'aurais pas fait le métier que j'ai fait. Je bosse jour et nuit, je suis voué à mes clients, je suis ultra impliqué. Mais quand Prince arrivait en France ou en Europe, tous les gens qui bossaient avec moi savaient que c'était plus la peine. Il y avait des situations dingues. Par exemple, je recevais un coup de fil d'un ami qui me disait « Bon, ça y est, c'est officiel, du 12 au 23, il est en Europe, on fait quelle ville, etc. » et tout. Donc, les gens qui bossent avec moi entendaient ça, mais je disais rien. Hein. Je raccrochais, 3 minutes après, on appelait au bureau. Il y a quelqu'un qui répondait « Oui, bonjour, Raphaël, oui, il n'y a pas de problème, on peut prendre un rendez-vous. » Ah non, entre le 12 et le 27, non, ça va pas être possible. J'avais même pas besoin d'annoncer ou quoi, tu vois, ils avaient intégré que dans ces moments-là, c'était la seule condition que j'avais, le seul, avec plein de guillemets, privilège que j'avais d'être un peu patron, enfin d'être patron, mais bon, c'était que dans ces moments-là, j'étais plus là. Conclusion, je l'ai vu beaucoup de fois, puisque je l'ai vu plus d'une centaine de fois dans le monde entier. Et au bout d'un moment, ce Paisley Park et cette ville de Minneapolis, ça a arrêté d'être un Graal qui était sur un papier, et voilà, j'y suis allé. Donc la première fois que j'y suis allé, je suis allé voir le temple en question et puis je suis resté dehors. Et puis la deuxième fois, je suis pas resté dehors. Donc j'ai pu rentrer et le voir jouer sur scène, et là, tu as une impression d'aboutissement. Il y avait un numéro gratuit que tu appelais, qui donnait les informations sur les soirs où il y avait des fêtes là-bas. Et des fêtes qui étaient souvent gratuites, puisqu'elles étaient pour les gens de la ville, et qui étaient sans alcool pour que les moins de 21 puissent venir. Donc c'était vraiment une action pour les locaux, parce que souvent c'était annoncé à 15-16 heures, donc tu savais bien que les gens n'allaient pas venir du monde entier, et tu pouvais te retrouver avec une centaine de personnes à peine qui étaient venues ce soir-là et qui te disaient « Ah, j'ai failli pas venir parce que je suis déjà venu avant-hier, la semaine d'avant, puis je crois qu'il y a un truc le mois prochain, donc bon. » Et toi, tu déplacé pour ça, tu vois, et eux, ils te disaient « Oh, il y a des soirs, on n'y va pas. » Mais comment ça, il y a des soirs, tu n'y vas pas ?
parce que pour eux, c'était un gars de la ville, quoi. Tu vois, pour eux, c'était normal. Et donc, ce qui, moi, était... ce que moi, je vivais comme un pèlerinage absolu, mais vraiment, quand je dis un pèlerinage absolu, je rentrais, je regardais mais chaque millimètre, tu vois, je touchais les murs et tout ça et tout. Les gens, ils rentraient, tu voyais qu'ils connaissaient le personnel, les gens... Enfin, c'était incroyable. Donc, la première fois que j'ai pu rentrer, c'est parce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. J'ai appelé ce fameux numéro gratuit, j'ai dit, il y a quelque chose ce soir. Ils m'ont dit, ouais, je crois qu'il y a quelque chose ce soir. Il y a une partie. Donc, ça voulait dire, genre, que tu allais rentrer, mais qu'il allait avoir un DJ qui allait diffuser de la musique. Et ce soir-là, il y a effectivement eu un DJ qui a diffusé de la musique, mais en plus, comme lui, il était là, il a dit, ce soir, je joue, les musiciens sont arrivés, il est monté sur scène, et ils ont improvisé un truc d'1h30, quoi. Et là, tu n'es pas du tout en face d'un format concert classique. Tu es vraiment en face du gars qui performe. Mais c'est pas non plus une répète. C'est pas 1-2, check, on essaye ça, on s'arrête. Non, c'est construit quand même. Généralement, ça augure, ça prépare la tournée qui va arriver plus tard et ils testent des choses sur le... Là, j'hallucine. J'hallucine complètement pour cette première fois-là. Et puis, j'y retourne l'année suivante parce qu'il y avait un festival où il allait jouer. J'y vais un peu plus tôt. J'ai la possibilité de rester sur place. Je pars un peu plus de 2 semaines là-bas. Et là, il y a un épisode complètement dingue. Je suis à Paisley Park. Il y a une soirée où les gens dansent. Moi, je suis en train de parler à la personne avec qui je suis à ce moment-là. Donc forcément, comme il y a du bruit, je parle très proche de son oreille. Je sens qu'il y a quelqu'un qui écoute. Donc je me recule en mode, mais quittez, toi en train d'écouter. Et c'est lui. Là, en fait, je vais te décrire avec plein de mots ce qui se passe. Mais en fait, ça se passe en 0,04 secondes. C'est-à-dire que tu as à la fois la stupeur, mais qu'est-ce que je vais dire, mais est-ce que c'est vrai ce qui est en train de se passer? Tu regardes la personne qui t'accompagne, elle te regarde, elle pareil, elle se dit c'est quoi cette image où je vois Raphaël en face de Prince, quoi, le truc impossible, tu vois, mais est-ce qu'il va s'évanouir, pas s'évanouir? En fait, tout ça se passe très très vite. Et puis il nous taquine, sans réellement nous parler, il fait des petites grimaces, genre vous faites des messes basses, tout ça, et moi j'hallucine complètement. Il fait quelques pas, il s'éloigne et puis il continue de nous regarder. Et c'est très difficile à expliquer parce que c'est une communication qui n'est pas verbale, qui se fait par mimique interposée et qui, même si elle ne représente rien dans ce que je te dis là pour le commun des mortels, quand tu as une interaction avec quelqu'un que tu suis, là ça fait quand même plus de 10 ans, hein, on est en 99, donc tu vois, ça fait 15 ans que je suis très impliqué dans tout ça. Rien que cette interaction-là, elle est déjà improbable, elle est déjà impossible, et là, tu deviens vraiment dingue. Il nous pointe du doigt à son garde du corps, on se demande ce qui va se passer, bref, on vient nous chercher et on nous emmène en dehors du lieu où tout le monde dansait, qui était la plus grande salle, et on nous emmène dans les studios, et là, on nous emmène dans un petit studio. Tu vois les salles où tu prends des cours de danse, c'était exactement ça. Parquet au sol, miroir au mur, et dans une salle qui fait 30 mètres carrés, quoi. Voilà. Et là, ils sont tous là. C'est-à-dire, tout le groupe est là. Il n'y a pas de scène. Ils sont sur le sol. On est 20 et ils vont jouer 3h30. Et là, c'est complètement fou, en fait. C'est-à-dire que tu es devant l'artiste que tu as placé à un niveau de sommet stratosphérique. Il est sur le sol, en face de toi. Et là, la question que tu te poses, c'est mais en fait, c'est quoi la bonne attitude? C'est-à-dire que je dois faire quoi? Parce que je peux pas le regarder comme ça, tu vois, en mode les grands yeux à le détailler alors qu'il est à 1 mètre. Je vais pas non plus danser genre en concert comme si c'était 350 personnes alors qu'on est 20. C'est quoi l'attitude, tu vois? Et en fait, il s'en rend compte. Il demande à son garde du corps d'éteindre la lumière. Donc on se retrouve dans une espèce d'obscurité qui est une fausse obscurité parce qu'il y a tellement entre la table de mixage immense, les ordinateurs, les pédales, il y a tellement d'électronique, on va dire, tu vois, que ça reste relativement éclairé, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de néon, il n'y a pas de spot, il n'y a plus rien. Et on est là en train de répéter avec Prince, quoi, qui est à 1 mètre de toi. Tu peux pas t'en remettre. Enfin, franchement, déjà, je m'étais parmi de tout ce que je viens de te décrire, mais alors là, je peux dire que je suis sorti de là. Tu sors de là à 6h du mat, il fait jour, tu es aux États-Unis, ce qui, pour moi, continuait d'être quelque chose d'exceptionnel, hein, puisque voilà, je vivais à Paris, j'aime beaucoup Paris, mais le voyage en Amérique, c'était quand même, soit je bossais l'été quand j'étais au lycée ou à la fac pour y aller, soit là, voilà, c'était un choix. Hein. Ces escapades-là, c'était au détriment d'autres choses. Tu vois, j'allais pas au ski. Mais tu avais été quand même de manière régulière aux États-Unis. J'allais au moins 1 fois par an à ce moment-là, soit des événements qu'il organisait, mais j'y allais aussi de manière un peu plus impromptue, parce qu'en fait, je m'intéressais tellement à la ville, je m'intéressais tellement aux musiciens qui étaient plus ou moins liés à lui, qu'en plus, j'avais un intérêt à aller voir jouer
à aller dans d'autres clubs, enfin dans des clubs qui sont dans la ville, où tous les soirs, tu as des musiciens absolument incroyables. Donc en plus, il y avait ça. Et moi, je ramenais cette information en France, que je postais sur mon site. Et je ne vais pas dire 10 ans, mais pratiquement 10 ans avant Facebook, enfin avant l'avènement de Facebook, j'ai tenu un forum, enfin qui existe encore, mais maintenant les réseaux sociaux forcément prennent le relais. Mais j'ai tenu un forum qui a dépassé les 500 000 messages et plusieurs milliers d'inscrits, et qui m'ont permis d'échanger, de faire en sorte que les gens échangent entre eux et de découvrir une autre manière d'appréhender sa musique. Mais je me suis rendu compte que de plein de témoignages de fans en province qui disaient « Mais enfin, je peux parler avec des gens qui aiment. Moi, au lycée, j'étais le seul, où on se foutait de ma gueule, où j'osais pas le dire. » Et des gens qui disaient « Ah, mais toi, t'étais au lycée machin, mais moi, j'habite à 30 km. Ah, super !» Et donc, alors c'était Tourner Manège, qui est une émission ancienne encore, mais qui mariait les gens. Et t'as pas idée, j'avais des mariages, des rencontres, des bébés qui se faisaient sur ce forum. C'était invraisemblable. Le nombre de couples qui s'est formé là-dessus, t'as pas idée. Si tu veux, c'était pas qu'un plaisir quand il arrivait en concert, parce que je savais que j'allais me pointer à 8h du matin, sauf qu'entre-temps, je vieillissais, tu vois, j'avais 30 ans, puis 40 ans, donc ça commençait à être physiquement moins drôle, qu'on allait... tu te retrouvais qu'avec des types et des femmes, quadras, trentenaires, quadras, quinquas, qui d'un coup se battaient comme des adolescents pour être au premier rang, comme des midinettes, tu vois. Alors après, une fois que tout était en place, ça se passait bien. Mais alors, cette contrainte, c'est-à-dire que d'un coup, quand Prince annonçait une tournée, on n'était plus du tout en train de se dire youpi, tu vois, on se disait oh non. Mais ce oh non, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire je vais devoir faire une pause au boulot, je vais devoir me réorganiser, je vais devoir dépenser de l'argent ou fracasser mes économies. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'addiction, parce qu'il y a un moment, en fait, où pour les 2 heures de plaisir où il va être là et où il va te donner ta dose, c'est vraiment ça, hein, il va vraiment te donner ton shot que tu veux retrouver de sensations comme ça, où le moindre eye contact va être le plus beau moment de ta vie. Pour vivre ce moment-là, ça devient que des contraintes, parce que faire 15 dates en Europe, tu vois pas les villes, c'est-à-dire tu dois déjà économiquement c'est un bordel sans nom, donc tu te retrouves à 40 piges à dormir dans une auberge, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas l'âge, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, tu vois, enfin, tu te dis mais c'est plus du tout en phase avec la vie que tu mènes, t'as encore un regard vachement adolescent de tout ça, t'es plus du tout adolescent, t'as plus du tout la même patience. Mes potes se moquent de moi parce que j'avais des potes qui suivaient les concerts, qui pouvaient faire quelques villes mais qui étaient beaucoup plus tempérés, c'est-à-dire ils se pointaient à 18h, ils étaient très contents, tu vois. Et ils venaient me charrier toute la journée dans la file d'attente, mais on était super nombreux. Et en même temps, ça faisait partie du folklore, parce qu'on se retrouvait et parce qu'on était ensemble. Bref, ce site, plutôt que faire un site de news, je l'ai plutôt orienté autour de la communauté. J'ai organisé énormément de soirées. J'ai fait venir des artistes de Minneapolis, donc je me suis mis à organiser des concerts d'artistes qui venaient de là-bas. Ce site est devenu important pour la communauté, parce que voilà, on organisait ces soirées, on organisait ces concerts, on était un lieu d'information. On a ensuite fait une web TV au moment où YouTube est arrivé, comme des talk shows, quoi. On faisait des débats, on recevait des artistes en lien, on les faisait jouer avec des caméscopes de générations différentes, le micro sur un manche à balai pour faire une perche, enfin la totale vraiment à ce niveau-là. On a commencé à se faire connaître du management, et sans être reconnu officiellement, quand ils venaient à Paris, ils nous sollicitaient. Donc, c'est-à-dire que quand ils faisaient par exemple le Grand Journal, Nulle part ailleurs, ce type de programme sur Canal, souvent le management nous demandait de gérer les fans et de faire en sorte que les places soient plutôt distribuées aux fans, plutôt qu'un public qui serait venu par hasard ce soir-là. Ce qui était à la fois un super honneur et privilège pour nous et pour moi, parce que ça voulait dire que voilà, notre travail était reconnu, et ce qui était en même temps un enfer, parce que forcément, j'avais pas envie de choisir. Et quand tu as 100 places pour 10 000 personnes inscrites et 1000 personnes qui veulent venir, c'est un arrache-cœur, c'est un enfer. Et puis, de fil en aiguille, ben voilà, on a toujours été plus présent. On s'est toujours... Enfin, je me suis de plus en plus rapproché de lui en termes de degré de séparation, puisque j'ai pu dialoguer avec la quasi-totalité de son équipe, de ses musiciens, passés et présents, dans les moments où je l'ai rencontré. Il y en a certains avec qui j'ai pu lier des relations plus étroites et plus soutenues. Mais toi, tu l'as déjà rencontré. Je le rencontrais, c'est-à-dire qu'il savait qui j'étais à force de m'avoir sous le nez sur plusieurs concerts.
il savait qui on était par rapport à ce qu'on faisait sur Internet et aux différentes choses où on nous avait sollicité. Il y avait eu ces épisodes-là à Paisley Park ou quoi que ce soit, mais je me suis jamais retrouvé à un dîner avec lui. J'ai toujours été en contact très rapproché avec lui dans des événements qui étaient musicaux. De nombreuses années après, 2010-2011, je suis dans le New Jersey pour un concert. Comme je connais bien le clavier, on discute après le concert. Il m'emmène dans une pièce à l'intérieur de la salle de concert, là pour le coup. Et là, je découvre que Prince, il a fait démonter les instruments de la scène pour les amener dans sa loge et qu'ils vont faire un concert dans la loge. N'importe quoi, toute la nuit, jusqu'à 4h du matin dans le New Jersey. Et là, il y a les musiciens qui ont fait la première partie de ce concert, les musiciens qui ont fait la seconde première partie de ce concert, parce qu'il y avait 2 premières parties, les musiciens de Prince, quelques personnes du staff, et c'est tout. On était 2 fans, mon pote qui m'accompagnait et donc moi, parce qu'on avait parlé. Et là, rebelote, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et de nouveau, j'aurais pu aller lui parler. Mais pour lui dire quoi? J'aime beaucoup ce que vous faites. Le type, ça fait 30 ans qu'il croise ma tronche. Encore une fois, quand je dis ça, Prince, il sait pas qu'il s'intéresse à moi. Hein. Il n'y a pas de mégalomanie là-dedans. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui avait une acuité de dingue et qui voyait tout. Il connaît tous les gens du premier rang. Il connaît tous les gens qu'il a vus régulièrement dans différentes villes. C'est dans ce sens-là où je dis ça. Je vais pas lui dire j'aime beaucoup ce que vous faites, alors qu'il s'est bien rendu compte que j'étais là et qu'il n'a pas demandé à son équipe de me foutre dehors. Donc c'est qu'a priori, tu vois, je suis toléré, on va dire. Et c'est suffisant pour moi. Et je me suis toujours dit que si j'étais toléré, c'était peut-être justement parce que j'étais jamais allé lui dire « bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites » ou tu vois, où j'avais dépassé la limite qu'il m'avait donnée. Donc je suis toujours resté à ma place en fait. Ma place, elle est dans le public, en train de regarder ce mec, et sa place, elle est sur la scène. Arrive cette soirée d'avril 2016 où il décède. Là, autant te dire que c'est un truc violent. Donc tu vois, premier concert 86, on est en 2016. Donc tu vois, du temps est passé. Du premier concert à 2016, entre-temps, les études que j'ai faites sont liées à ce concert de 86. Le métier que j'ai choisi est lié à ce concert de 86. Mon activité sur Internet est liée à ce concert de 86. Tout ce que j'ai entrepris à côté, les amis que j'ai depuis 30 ans, enfin beaucoup d'amis que j'ai depuis 30 ans, certaines rencontres amoureuses, ou en tout cas la manière dont les choses se sont construites, tous les grands pans de ma vie sont liés au fait que j'ai vu ce concert en 86 et que je suis devenu passionné par cet artiste. En 2016, je reçois un appel des États-Unis d'un musicien qui me dit « Il se passe quelque chose de grave à Paisley Park. Est-ce que tu as vu sur TMZ ?» C'est un site un peu gossip américain. Je regarde, je vois effectivement qu'il y a une voiture de flic. Et ce musicien me rappelle une demi-heure après, il me dit « C'est lui ». Et là, j'apprends que Prince est mort. Autant te dire que c'est une émotion et une sensation qu'il est très difficile d'expliquer et dont on parle finalement très peu. C'est-à-dire que c'est une peine, et encore, moi j'ai la chance d'avoir pu en parler parce que j'ai été invité sur des plateaux, j'ai travaillé sur l'édition spéciale du Grand Journal, j'ai participé à des émissions de radio, j'ai participé à des conférences, donc voilà, donc j'ai pu quand même m'exprimer un peu sur le sujet. J'étais sur CNews le soir même de son décès, donc j'ai pu m'exprimer sur le sujet, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout le monde se rendait compte de la perte, parce que il y a quand même eu 48 heures non-stop sur les chaînes info, ce qui m'a beaucoup surpris. Parce que je pensais qu'ils en parleraient, mais je pensais pas qu'ils feraient une édition spéciale aussi importante. Hein. C'est quasiment la même édition spéciale qu'il y a eu pour Jackson. Donc vraiment, on perdait quelqu'un d'important dans la culture populaire, qu'on aime ou pas, qu'on s'intéresse ou pas. C'était un acteur important de la culture populaire. Donc les gens comprenaient qu'on avait perdu un artiste important. Ils comprenaient qu'il puisse y avoir une émotion, mais à chaque fois, j'ai entendu cette phrase, mais pourquoi ça t'affecte autant? J'étais pas en larmes, hein, mais vous voyez dans les conversations que j'étais affecté. Pourquoi ça t'affecte autant alors que tu ne l'as pas connu, entre guillemets? Connu dans le même sens que celui qu'on vient d'évoquer, toi et moi, il y a quelques instants, c'est-à-dire le fait que c'était pas mon pote et que je tapais pas sur l'épaule. Quand pendant plus de 30 ans, une partie de ta vie est consacrée à un artiste auquel tu penses tous les jours, parce que soit tu vas avoir une photo, soit tu vas avoir un fond d'écran, soit tu gères le site, soit de toute façon, il y a toujours un truc qui va te ramener à lui au quotidien, sur lequel tu as travaillé, sur lequel tu as écrit, tu le connais, tu as une relation avec lui. Il y a la nostalgie, il y a le fait que c'est une phrase hyper éculée, un peu tarte à la crème, mais quand on dit que c'est la bande-son de ta vie, c'est vraiment la bande-son de ta vie, parce que tes plus belles histoires, les pires, le ratage du bac, les voyages, sont tous liés à une chanson ou à un moment. Donc parce que je date les événements en fonction du disque ou du concert que je suis allé voir à ce moment-là. Donc oui, c'est les événements de ta vie. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi je sens ce vide? Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'a coupé un membre? Qu'est-ce que je vais faire? Alors que
j'étais bien, j'avais une relation affective, j'avais ma boîte qui marchait bien, j'avais tout un tas d'activités, j'avais des amis, enfin tout ça, tout ça était très bien, mais je me suis quand même dit qu'est-ce que je vais faire. Et je me suis dit bon, sur le site que je gère, j'avais écrit Prince est mort et rien d'autre depuis 2 semaines, je me suis dit je vais faire un article. J'ai fait un article. J'ai commencé un article dans Word parce que je savais que ce serait un petit peu long. Et puis cet article il était un petit peu long, donc je me suis dit bon ça va être peut-être plusieurs articles. Puis j'ai continué l'article et il y a eu un moment donné j'avais 60 pages. Donc je me suis dit là je suis en train de raconter un truc et en fait je me suis rendu compte que ce que je racontais c'est de manière un peu plus détaillée ce que je viens de te faire là. C'est-à-dire toutes les étapes qui font qu'un jour tu écoutes un disque ou que tu vas voir un concert, peu importe, et que ce disque, ce concert, ce livre que tu lis, ce film que tu vas voir, il change ta vie. Et il change vraiment ta vie. Pourquoi il va avoir un impact plus puissant, plus fort que toutes les autres œuvres que tu auras consommées jusque-là ou auxquelles tu te seras confronté jusque-là. Et donc, au bout de 150 pages, je me suis dit ce sera un bouquin, peut-être. Ou sinon, je mettrai le PDF sur le site, c'est pas grave. Mais j'ai raconté ça et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ce que je racontais, c'était certes l'histoire d'une passion, certes l'histoire d'une rencontre artistique, mais c'était aussi quand même l'histoire d'une addiction. J'ai écouté, j'ai vu beaucoup de récits d'addicts au jeu, au sport extrême, à ce genre de choses. Pas juste à la drogue et à l'alcool, tu vois, plus à des choses qui génèrent de l'adrénaline. Ils te disent toujours la même chose. Ils te disent, nous, à un moment donné, au jeu, c'est plus la somme qui compte. Parfois même perdre te fait autant d'effets parce que tu as besoin de ce shoot d'adrénaline. En fait, les mecs qui font du sport extrême, c'est pareil. Ils ont besoin soit d'aller toujours plus vite, soit de sauter toujours plus haut, soit d'aller toujours plus loin. Le seul moyen de revivre cette chose, le seul moyen de revivre l'émotion initiale, c'est d'aller toujours plus loin. Et je me suis rendu compte que ma construction dans cette passion, en fait, c'est exactement ça. Au début, j'ai fait un concert, puis j'en ai fait 2, puis j'en ai fait 3 dans la même ville, puis après j'en ai fait plusieurs dans le même pays, puis après j'en ai fait plusieurs dans le même continent, puis après j'en ai fait plusieurs dans le monde, et puis après je me suis rapproché de la copine, du copain, du barman, du chauffeur qui connaissait quelqu'un qui connaissait Prince, et puis je me suis rapproché jusqu'à discuter avec sa manager, avec son musicien le plus fidèle qui a travaillé avec lui 20 ans, et en fait je n'ai eu de cesse comme ça d'essayer de vivre toujours plus quelque chose. Et pourquoi j'ai parlé d'addiction ? Parce que jusqu'au point d'arriver à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, le plaisir, c'était vraiment la partie la plus courte de toute l'expérience. C'était la partie où il arrivait. Mais avant et après, c'était de la douleur physique, c'était parfois de la douleur morale parce que c'était de l'argent dépensé, c'était des contraintes, des trucs comme ça, parce que c'était prendre des avions low cost et se retrouver dans des hôtels juste pour passer 2 heures à voir un concert. Je me plains pas, je crache pas dans la soupe, je suis très heureux d'avoir vécu ça. Mais c'est aussi le recul que j'ai parce que ce n'était pas non que source de plaisir, c'était aussi une source de douleur. Et donc j'ai écrit ce bouquin qui a intéressé un éditeur en Belgique, donc j'étais content parce que ça me permettait d'avoir et en Belgique francophone et en France la possibilité d'en parler, qui s'appelle Purple Femme, F-A-M et pas F-A-N, puisqu'on parlait plus de femmes pour famille, family ou friends que de fans justement parce qu'il n'aimait pas trop le terme qu'autre chose, donc j'ai gardé ce titre. Et donc sans ce concert, il n'y avait pas le bouquin. Et là, je me suis dit, c'est terminé, qu'est-ce que je vais faire, quoi, en fait. Et il y a 1 an et demi, j'ai dit à certains de mes amis, parce que je fais rien seul, je suis pas du tout un solitaire, et je leur ai dit, si on faisait un podcast sur Prince, ils m'ont fait, ok, on fait un podcast. Donc on s'est lancé dans une aventure qui s'appelle Violet, qui est un podcast consacré à Prince, où on fait un épisode par album. On est dans des épisodes qui durent entre 2h30 et 4h30. Donc on explose les formats 20 minutes et compagnie. On n'est pas du tout dedans. Et en fait, dans chaque épisode, on prend un disque. On aborde ce qui nous évoque à chacun. Et ensuite, on a Frédéric Dumény donc au micro qui aborde les paroles et qui va faire l'exégèse des paroles. On a Pierre Jacquet qui, avant ça, fait l'historique et recontextualise le disque à la fois dans le moment où il sort au niveau de la pop culture et de l'histoire de la musique et principalement dans la carrière de Prince. On a Nicolas Gabé qui fait la musicologie de l'album et qui va aborder soit une manière de composer au
au moment où l'album sort, soit des sons qui sont utilisés, soit des boîtes à rythme ou des synthés spécifiques qu'il a utilisés, et il va rejouer des morceaux, etc., etc. Et en plus, pour pas que ce soit dans un entre-soi très fermé, je fais intervenir au téléphone 2 personnes de la communauté qui viennent nous raconter pourquoi ce disque est important pour eux. Et parmi ces 2 personnes, on a des anonymes, mais on a eu aussi des gens comme Jeanne Haddad, Mathilde Amet, le réalisateur Pascal Laugier, des musiciens de Prince, enfin bon voilà. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, et ce podcast est très 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 bien reçu par les fans. Je suis assez surpris de son accueil, je suis assez surpris de son écoute, et c'est une aventure vraiment passionnante. Et en fait, énormément de choses que j'ai pu entreprendre dans ma vie, énormément de choses qui m'ont fait soit rencontrer des gens, soit fédérer, soit faire des choses un peu créatives comme celle-ci, elles sont toutes liées, certes, à un artiste, mais que je n'aurais sûrement pas aimé, apprécier et suivre de la même manière s'il n'y avait pas eu ce mois d'août 86 où je l'ai vu au Zénith. Merci beaucoup Raphaël pour ta participation au podcast. Merci beaucoup pour ton invitation. Voilà, j'espère que cet instant T sera à la hauteur de tes attentes. Bah écoute, tout à fait, je te remercie de m'avoir partagé ton histoire et je peux te le dire, j'en ai pas 2 pareils. Je trouve que ton témoignage ouvre une réflexion différente car une passion peut être un tremplin et un élan, et la tienne t'a mené à développer ton entourage, à entreprendre, d'abord en cadeau pour t'amuser, puis professionnellement. Et aujourd'hui encore, ta passion te rend créatif, elle réunit des gens autour de toi, elle connecte des gens entre eux via le forum et le site que tu as créé. Donc vraiment un grand merci pour le partage de cette expérience et le beau message que tu répands autour d'elle. Je te remercie de ton invitation, beaucoup. Et puis peut-être qu'on va faire découvrir Prince aussi aux auditeurs. Mais j'espère, on croise les doigts. Ah, tu peux mettre sa petite voix là, quand il dit « oh yeah » ou je sais pas. Mais non, il dit plus que « oh yeah », regarde, il dit « I love you ». I love you. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Raphaël pour le partage de son histoire. Et si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail ou dans le détail du podcast. De plus, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram du podcast au nom de Instant T Podcast, dans lequel vous pourrez découvrir plein d'informations complémentaires au podcast. J'ai également créé un compte sur la plateforme Tipeee. Vous pouvez effectuer un don si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps. À très bientôt pour le prochain épisode.